Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce 8e podcast Manchester Devils. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, lendemain malheureusement de défaite en finale de l'Europa League, on fait le bilan avec la team sur la saison 2020-2021 qui vient de se terminer. Salut tout le monde, salut Jérémy, Hello, j'espère que vous allez bien. salut Nat, Hello. salut Mohamed Bonjour à tous. et salut Antoine. Bonjour à tous. Et donc moi-même, Eli Scolsi sur le forum pour les habitués. Je vous rappelle avant qu'on commence que Manchester Devils, donc c'est le site, le forum. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, discuter avec les passionnés qui sont dans notre communauté. C'est aussi une page Twitter, une page Facebook. C'est le podcast qui est sur YouTube, mais qui est aussi maintenant sur Spotify et sur Google Podcast si vous passez plutôt par ces canaux-là. Et c'est aussi une association, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour nous aider à continuer à faire des trucs sympas, comme c'est le cas par exemple en ce moment. Donc aujourd'hui, on va parler de la saison 2020-2021, comment nos membres l'ont vécu, c'est quoi les grosses satisfactions ou les petites satisfactions et puis les insatisfactions de chacun. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Ok, donc première partie, comment est-ce qu'on a vécu cette saison qui vient de se terminer? Donc Manchester United termine la saison donc hier avec cette défaite en finale de l'Europa League face à Villarreal. Je crois que j'ai pas trop envie de dire beaucoup plus sur le sujet. En première ligue, c'est une deuxième place derrière le voisin que je ne citerai pas non plus. En Coupe nationale, une élimination en quart de FA Cup, une élimination en demi de League Cup. Voilà, donc une nouvelle saison blanche, un dernier trophée en 2017. Est-ce que tout est à jeter ou pas? Voilà, c'est là en fait que justement j'aimerais bien avoir vos avis. On va commencer par Antoine. Antoine, toi, c'est quoi ton bilan général finalement sur ce qui s'est passé sur ces derniers mois? Pour moi, le bilan va être assez négatif. Premièrement, une saison blanche à Manchester United, parce qu'il n'y a qu'une seule équipe à Manchester. C'est pas acceptable. En tout cas, dans mon état d'esprit, malheureusement dans ceux des propriétaires, c'est plus acceptable que pour les supporters. Pour moi, en fait, ça a été compliqué dès le début, dès le mercato, ça s'est mal passé. On est passé pour des clowns, vraiment déjà dans l'affaire Sancho. On retourne au combat cette année pour Sancho, mais ça va être compliqué. On signe Cavani je sais plus si c'était le dernier jour ou 2-3 jours avant, alors qu'il était libre depuis le mois de janvier quasiment. Bref, Pellistri, tous les jeunes, ok. Van de Beek, ça n'a pas fonctionné, on lui a pas donné sa chance. Et puis Telles, c'est une très bonne doublure. Pour le prix, ça me va très bien. Bref, donc Mercato, où on a déjà montré nos failles. Le début de championnat très compliqué. Après ça, on a eu une très bonne période. On a eu une période aussi, on a eu énormément de réussite aux alentours du Boxing Day. Un peu après, de tête, on joue Wolverhampton où il marque un autogol à la 90e. Il y a un match contre Fulham juste après où on a deux tirs cadrés et un goal. On a aussi un match contre Burnley où on marque un seul goal sur notre seule action et au final, c'est un shoot qui passe entre les jambes de deux défenseurs. Bref, une saison assez mitigée avec une fin très compliquée en championnat ou en Coupe UEFA, une élimination en Ligue des Champions assez honteuse, pas contre les équipes qui on s'est fait sortir, même si Leipzig normalement ne devrait pas avoir peur de Leipzig, mais bon, bref. Mais surtout dans la manière et je crois que c'est une des pires saisons personnelles au niveau du spectacle. J'ai regardé tous les matchs de Manchester, tous. Même les matchs où on a mis l'équipe junior, d'ailleurs, c'est peut-être les matchs où j'ai pris le plus de plaisir. Et hormis un match contre Southampton qui est complètement pété après une minute, mais bon, on en met 9. Et le match contre Leeds, je me suis fait chier souvent quand même. Souvent, peu de plaisir, peu d'animation, peu de mouvement. Et ça, c'est des problèmes qu'on a depuis Mourinho déjà. Et bref, c'est pour ça que je dis préoccupant parce que le club a l'air de se satisfaire de ça. Au final, si on prend toutes les stats avancées, que ce soit les expected goals, les expected goals contre nous et les expected points, on devrait être quatrième. Donc ça veut dire qu'on a surperformé
par rapport au jeu qu'on a montré. Après, les expected goals, c'est pas non plus une science exacte, mais ça montre quand même qu'on a surperformé. Et ce qui me fait le plus peur, c'est qu'au final, oui, on finit deuxième, avec 74 points, pardon, je vais faire l'effort. Mais on a autant de points de retard sur Man City qu'on a de points d'avance sur le 7e. Donc on est autant proche du titre que du 7e. Et si je regarde les équipes autour de nous, j'ai été faire mes petites recherches. On est devant Liverpool, on a 5 points d'avance sur Liverpool. Mais Liverpool, tout le monde connaît ce qui s'est passé cette année. Et nous, dans une année où on a eu, je trouve, pas mal de réussite sur les blessures, hein, j'ai été faire en championnat, j'ai pris que les stats en championnat. Les joueurs qui ont le plus manqué, qui sont des vrais joueurs de l'équipe, il y a Martial qui a manqué 15 matchs. Bon, pour les matchs qu'il avait fait avant, voilà, mais bref, c'est quand même une vraie perte. Pogba a manqué 9 matchs au début et Cavani en a manqué 12. Sur les 12, il y en a 3 pour suspension. Mais si on compare aux équipes qui sont derrière nous, Liverpool qui finit qu'à 5 points de nous, Liverpool, Van Dijk a manqué 33 matchs, Gomez son comparse en défense, 31 matchs, Matip, le premier remplaçant en défense, 28 matchs, Keita, première rotation au milieu, 20 matchs, Jota a manqué 19 matchs, Henderson a manqué 15 matchs, Oxlade, Chamberlain et Thiago a manqué 13 matchs, donc là je vais faire quasiment tout le milieu, et Fabinho a manqué que 8 matchs, mais il a joué seulement 13 matchs à son poste à cause de blessures. Donc on peut se dire qu'on est à 5 points de l'équipe B de Liverpool. On va pas pour une fois que c'est dans ce sens-là, et nous on n'a pas de blessure, mais on est juste devant une équipe qui a joué avec la moitié du temps avec des juniors. Et si je prends même des City aussi, étaient assez épargnés, mais ils ont joué sans attaquant toute l'année. Même Chelsea a eu plus d'absents, avec des Thiago Silva 13 matchs, Ziyech 10 matchs, Pulisic 9 matchs, Abraham 8 matchs, Kovacic 8 matchs. Bref, tout ça pour dire que c'est une saison au niveau sportif qui m'a pas enthousiasmé. J'ai rarement pris du plaisir. Qui a très mal commencé et qui nous a fait passer pour des clowns sur le mercato. En plus de ça, là au milieu, il y a la Super League et la protestation du club, donc des supporters, qui est, même si un peu forte et justifiée. Et on se retrouve à l'aube d'un mercato ultra important où on a Ed Woodward qui est là, plus là, on ne sait pas ce qu'il fait, peut-être qu'il joue aux cartes. En tout cas, hier, il rigolait bien avec Sir Alex Ferguson, tant mieux. On a des sponsors qui commencent un peu à freiner, un peu des potentiels sponsors qui commencent à freiner pour dire écoutez, vos supporters, ça commence à être préoccupant. C'était le groupe, je ne sais plus le nom du groupe, qui s'est retiré, remplacé DHL. MyProtein fait partie de ce groupe. Voilà, merci. Ouais, mais c'est quand même un gros sponsor qui se dit non à cause de ça. Donc, si je prends vraiment tout l'aspect sportif, hors terrain aussi, les supporters, la famille Glazer et l'avenir qui semble se dessiner, moi, le mot préoccupant est le mot qui me vient en premier à l'esprit. Ouais, t'es pas très confiant pour ce qui va se passer après, quoi. Pour toi, enfin, à la fois le côté extra sportif pourrait être quand même plus brillant, et en plus, c'est vrai que tu te dis que pour la saison prochaine, entre City et Liverpool, ça va être quand même chaud, et puis Chelsea aussi qui joue quand même une finale de C1 dans quelques jours, quoi. Chelsea qui, depuis l'arrivée de Tourelle, est bien meilleur que nous, même si c'est pas non plus phénoménal, hein, faut pas se mentir, mais c'est une équipe. Bon, nous, on a nouveau, comme depuis 3 ans, on a foiré la fin de saison. J'ai l'impression qu'on peut pas finir une saison normalement. Même depuis 4 ans, parce que déjà la dernière année sous Mourinho, on avait fait jouer les remplaçants. Bref, c'était pas terrible. Mais oui, on a des adversaires. Le problème, c'est qu'on a un coach qui est inexpérimenté, on en reparlera plus tard, qui montre des lacunes au coaching qui est énorme. Donc on a un coach qui est pas très bon, on a un board qui est rempli de banquiers d'affaires, donc tant mieux pour signer les sponsors, pour le sportif on repassera. Et cet été on doit dépenser de l'argent dans un contexte qui n'est pas évident même pour Manchester United. On doit bien recruter et on doit essayer de rattraper des équipes qui sont en avance par rapport à nous sur tous les plans. Cette année on finit deuxième, il y a eu des circonstances atténuantes, mais pour moi on a surperformé. Le seul point positif que je donnerai plus tard à Solskjaer, c'est qu'on finit deuxième. C'est pas à Manchester, c'est pas un résultat, mais on a un effectif qui, dans un contexte normal, sans 48 blessés, est inférieur à City, Liverpool et Chelsea. Donc le mix inexpérience, manque de qualité sur le banc de touche
et certains joueurs dont j'ai des gros doutes sur la suite de leur carrière à Manchester, parce que Pogba, tout le monde aime bien taper sur Pogba, mais cette année, c'est un de nos meilleurs joueurs. On ne sait pas ce qui se passe. On risque de perdre Pogba une deuxième fois gratuitement, ce qui serait quand même une super perf. On a nouveau, en plus des arrivées, on doit régler les problèmes Jones, Pereira, Lingard, Mata, Matic, De Gea ou Henderson. Romero, il part gratos. Bref, très préoccupé parce que c'est un été, en plus avec l'Euro, qui risque d'être très important. Et si on se foire cet été et que par exemple un City ou un Chelsea ou un Liverpool fait un bon recrutement, pour moi, je ne vois pas comment on peut les rattraper sur 3-4 ans. Ok, merci Antoine pour ton point de vue. Jérémy, voilà, j'ai l'impression que tu es un peu du même avis, c'est ça? C'est que ok, on finit deuxième, mais clairement, c'est loin d'être parfait. Alors, clairement, je vais aller dans le sens d'Antoine. Je suis pas allé chercher les expected goals comme s'il cherche ses stats, mais le ressenti est le même, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu cette année des astres qui se sont, je trouve, alignés, notamment en championnat. Des astres, alors tout ne s'aligne pas par chance, mais il y en a eu, donc certains résultats n'ont pas été que de la chance, mais quand même ont eu, on va dire, beaucoup de réussite. Et en fait, le résultat comptable, comme malheureusement par le passé, je suis assez d'accord, ne reflète pas ce qu'on voit sur le terrain, la qualité du jeu produit, et voire même parfois les résultats comptables qui auraient dû sortir à la fin des 90 minutes. Pas mal de buts avec des chances, je pense même à un but, je crois qu'on est les premiers à avoir mis un but après le temps réglementaire, après que le coup de sifflet final a été fini pour gagner un match, grâce à la VAR. Donc c'est quand même des moments où on a quand même gratté des points qui ont été importants. Et souvent, en plus, ça a été des points qui ont donné une victoire. Donc c'était vraiment gratter 2 points au lieu d'un. Et quand on sait déjà qu'on perd par rapport à City, qu'on finit deuxième, non pas sur les défaites parce qu'on a le même nombre de défaites, mais sur le nombre de matchs nuls parce qu'on a un nombre de matchs nuls incroyable. Je crois qu'on est à 11, quelque chose comme ça cette saison. Je ne vais pas les vérifier, mais c'est tête. Quand on sait que du coup on aurait dû être encore plus sans quelques petits coups de pouce, je trouve que vraiment notre position en championnat ne reflète pas ce qu'on a vu vraiment sur le terrain. On a vu une équipe, à mon sens, qui a lutté pour la Ligue des Champions, pas une équipe qui l'a acquise en étant deuxième, en étant sûre d'elle. Vraiment. Et d'ailleurs, finalement, le résultat d'hier soir va dans ce sens-là. Actuellement, je pense que notre équipe est à cheval entre la Ligue Europa et la Ligue des Champions. Je pense qu'on a un gros en Ligue Europa, donc on est un gros cinquième ou sixième de championnat, ou un petit quatrième, troisième. On n'est pas un beau deuxième, clairement. Clairement. Là où je rejoins pas Antoine, mais malheureusement c'est pour aggraver ce qu'il dit, il parle d'un coach inexpérimenté. Je vais le redire, je l'ai déjà dit dans notre podcast. Non, non et non. Notre coach, il est expérimenté. Il a déjà plusieurs années de coaching derrière lui. Je veux dire, Lampard était un coach inexpérimenté. Lui, il l'est. Je dis inexpérimenté, c'est inexpérimenté au haut niveau. Parce que sinon, on a déjà eu cette discussion dans un podcast. Ça fait depuis plus de 10 ans qu'il coach des pros. Donc, mais sinon, je suis d'accord avec toi. Ce qu'on a vu hier, c'est ce qu'on a vu toute la saison. Et si vous regardez toutes les émissions qui parlent un peu de foot, que ce soit le Club des 5, comme sur YouTube qui fait ça très bien, ou les autres émissions, tout le monde, la finale de hier soir, a exposé le vrai niveau tactique de Solskjaer. Mais je te laisse. Le niveau tactique, c'est autre chose. Mais je maintiens que le haut niveau, à Molde, certes, c'est pas un grand championnat, mais c'est du haut niveau, surtout quand tu le gagnes et que du coup, tu te retrouves à jouer des compétitions européennes. Et quand même, avant d'être à Molde, il était déjà chez nous en tant qu'entraîneur. Alors, pas entraîneur principal, mais déjà entraîneur, et un paquet d'années. Et il a aussi fait une petite pige à Cardiff, qu'on n'oubliera pas, en première ligue. C'était pas son baptême du feu chez nous, hein. Il était déjà passé par là. Donc, à mon sens, il y a un problème Solskjaer, c'est certain, on va pas se mentir. Je suis même pas convaincu qu'il soit la solution sur on va pas parler de long terme parce que dans le football ça rime à rien, mais sur les 2-3 prochaines saisons, parce que là on vient de boucler 2 saisons complètes et personnellement je suis pas convaincu. Là Antoine parle de son coaching. On n'a pas un problème d'effectif, on a clairement un problème de coaching. Je veux dire, le coach, là, actuellement, se sert de 15 joueurs maximum, a fait toute sa rotation sur 15 joueurs maximum. Il fait une déclaration avant match, avant la finale, où il indique que les supporters, il y en a qui seront frustrés, enfin, pas les supporters, pardon, que les remplaçants certains seront frustrés, mais qui les a motivés en disant que c'est une finale, on n'en joue pas beaucoup et que les gens qui rentreront auront leur mot à dire. Le mot à dire de ceux qui sont rentrés, ça a été tirer un penalty, puisqu'ils ont tous été rentrés pour ça, à la fin de la prolongation. Enfin bon, à mon sens, on a un gros problème de coaching, donc je vais dans le sens d'Antoine par rapport au bilan de la saison, et que le problème principal pour moi se situe pas
hors du terrain, même si j'entends que nos propriétaires sont spéciaux d'un point de vue des supporters et d'un point de vue du football. Ils ont tenté un projet qui n'a pas marché, certes, mais je veux dire, on a quand même un board qui nous met dans de bonnes conditions financières et qui est quand même s'il n'a pas été capable de finaliser certains transferts, qui met au moins à disposition des moyens financiers qu'on a besoin. Je veux dire, aucun club ne peut s'en passer s'il veut prétendre le haut niveau. Vraiment, on a un problème sportif. On parle du coach principal, on peut aussi parler des coachs adjoints. On a le gros problème est sportif. Peut-être que, outre changer le coach, il faudrait peut-être changer carrément toute la structure au niveau des coachs. Sauf, et c'est la seule chose où je veux terminer là-dessus, parce que j'avais envie de terminer sur une note positive, parce que c'est assez dur par cette saison, je trouve, quand même, mine de rien, de supporter l'équipe, et que, au moins un petit bol d'air, et Antoine en a un peu parlé, mais on a énormément progressé sur le physique. Je veux dire, les blessures qu'on n'a pas eues, c'est pas du hasard. C'est clairement un progrès. Je veux dire, on va pas se mentir. Et ça se voit notamment, on en a déjà parlé précédemment, mais sur nos fins de match, où on a clairement un physique supérieur à la moyenne de toutes les autres équipes. Et ça s'invente pas. C'est quelque chose qui se travaille, ça a été très bien travaillé, et ça, il faut le mettre au crédit du staff. Ils ont fait le taf là-dessus, et au moins pour ça, on peut leur dire merci, mais c'est pas suffisant. Clairement pas. Après, quand tu dis ok, il y a un gros travail qui a été fait physiquement, et c'est vrai qu'on a bouffé pas mal d'équipes en seconde période, et tu parles aussi des blessures. Rashford disait après la finale que voilà, si on rentre dans le vestiaire, on peut vous montrer 5, 6, 7 joueurs qui ont joué blessés. Alors, je ne sais pas s'il parlait de la finale à proprement parler ou de la saison, en fait, de joueurs qui jouaient blessés. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment se dire que de ce point de vue-là, oui, on a fait un vrai progrès, ou est-ce que finalement, on a des joueurs qui ont serré les dents, qui ont joué sous infiltration, etc., pour justement essayer de pallier à ça? Alors pour moi, il y a plusieurs types. Il y a quand même des joueurs qui se sont révélés physiquement. Je pense, le premier qui vient en tête, c'est Luke Shaw. Il y a énormément de joueurs, même Pogba était bien meilleur dans l'endurance, à part juste après sa blessure, quand il est revenu, c'était compliqué. Même des Bruno et tout, après c'est même Maguire dans un style complètement différent. McTominay aussi. Ouais, oui, dans l'impact physique, oui. Mais McTominay, c'est un joueur qui est réputé quand même pour ça. Donc oui, mais même après, on a pas mal de joueurs qui sont bons physiquement, même des Cavani. Alors il est fragile, mais il est bon physiquement. Par contre, je pense qu'il exagère un peu Rashford, mais la gestion des joueurs hors préparation physique a été cataclysmique. Si vous regardez la liste des joueurs qui ont joué le plus de matchs chez nous, c'est ahurissant le nombre de joueurs qui ont joué plus de 40-45 matchs, alors que les autres dans les autres équipes, il n'y a jamais ça. Donc, vous voyez des joueurs qui ont joué. Regarde, 45 matchs, il y a 9 joueurs qui ont joué plus de 45 matchs sur la saison. Sur les 11 titulaires, en gros, ils ont tous joué 39 matchs. Dans une saison Covid où on a eu un match tous les 2 jours, c'est un miracle que Bruno Fernandes soit pas pété. C'est encore plus un miracle que Rashford soit pas out pour le football, même s'il est dans un état absolument horrible physiquement. Et des Wan-Bissaka ou même des Greenwood. Greenwood a beaucoup trop joué pour un jeune de 19 ans. Bref, ouais, il y a eu du progrès, mais la gestion a nouveau été cataclysmique. Nat, ouais, tu voulais dire un truc? Je voulais juste rebondir sur un truc, mais dans le fond, je suis totalement d'accord avec Antoine. Mais sur un point, pas du tout, c'est quand tu dis que ça vient, c'est que chez nous. Liverpool, sur la saison du titre, alors oui, là, on n'a pas gagné le titre, mais Liverpool, sa saison du titre, ils n'ont jamais fait tourner. Et ça n'a pas posé de problème pour autant. Et sauf peut-être à la fin, où il s'est un peu tiré sur la corde. Puis il y a eu aussi l'interruption à cause du Covid, hein, comme on sait, où ils ont commencé à lâcher un peu des plumes. Mais globalement, c'est pas forcément un problème. On n'est pas les seuls à avoir fait ça. Simplement, les résultats n'ont pas suivi, c'est ça la différence. Mais tu peux pas dire qu'on est les seuls à faire comme ça, par contre, hein. Cette année, oui. Cette année, il y a encore quelque chose de plus, c'est qu'il y a le Covid. Mais si je regarde les statistiques des joueurs total en 2010, c'est 2019-2020 où nos amis Liverpool sont champions. Ouais. Ouais, je vais regarder. Alors oui, ils ont la même chose que nous, tu as raison. Sauf que si je regarde les nombres de minutes, en fait, il y a beaucoup plus de joueurs qui ont tourné. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous fait. Là, le problème, c'est que si on prend la liste des joueurs qui ont pu jouer,
Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Wan-Bissaka, Maguire, McTominay, Fred, Luke Shaw et tout, Luke Shaw, Lindelof et même Pogba depuis qu'il est revenu de blessure, souvent pour les trois quarts, c'est 90 minutes. Nous, on fait pas tourner. Nous, le problème, c'est pas qu'ils jouent 58 matchs, qui est déjà énorme dans une saison qui a commencé très tard par rapport à d'habitude. Le problème, c'est qu'ils jouent 58 matchs fois 90 minutes, fois 90, pardon. Après, C'est ça le je pense problème. que ce que vous voulez dire, c'est que c'est surtout par rapport au fait qu'on a plus du tout, ou très peu, en tout cas contrairement à avant, des joueurs qui se pétaient musculairement. Donc là, il y a eu un gros travail de fond qui a été fait en pré-saison, surtout en plus, comme tu l'as dit, c'est qu'en plus en post-Covid, donc on a eu même pas un mois de pré-saison. C'est un exploit de ne pas avoir une blessure musculaire. Donc sur ça, oui, ça reste quand même un gros point positif. C'est un exploit, et puis comme l'a dit, c'est pas de la chance. Il y a du travail. Déjà, on avait pu voir que on doit avoir des super préparateurs physiques parce que après la reprise du Covid, là, au mois d'avril, quand tout le monde avait été en galère physiquement, bon, il y a certains qui sont revenus en chaussons, par exemple City, ou je me rappelle aussi Crystal Palace, c'était honteux dans quel état ils sont venus. Mais déjà là, Manchester United, on était les plus forts physiquement. Donc là, ça fait quand même un bon moment et ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, il y aura toujours Jones. Et Jones, il est marié avec l'infirmière, c'est différent. Mais ça fait du bien de ne pas voir 15 joueurs blessés. Alors, il y a toujours Pogba, il y a toujours Martial qui a un petit truc, Rashford qui joue blessé. Mais sinon, ça fait du bien d'avoir. Ça fait aussi du bien d'avoir des joueurs. Faut le noter aussi au crédit de la cellule de recrutement. Bruno Fernandes, Wan-Bissaka, Harry Maguire. C'est 4 des joueurs qui ont le plus joué depuis 2 ans. C'est 4 recrues qui ne se blessent jamais, qui jouent et qui ont un historique de blessures dans leur carrière qui est très faible. Et ça fait plaisir de ne plus avoir la moitié de tes bons joueurs sur le banc de l'infirmerie. Ok, merci les gars pour avoir complété sur ce point. On continue notre tour d'horizon un peu par rapport à ce bilan. Mohamed, toi par exemple, ton point de vue justement sur ce qui s'est passé, donc de ce que j'ai compris, tu es assez mitigé finalement. Assez mitigé, exactement, parce que ça va rejoindre un peu ce qui a été dit, dans le sens où au niveau du spectacle, c'était pas trop ça, on n'a pas senti de progrès dans l'équipe. Euh, il n'y a pas eu il y a pas eu vraiment de match référence ou de match déclic qui nous laissait penser qu'on allait partir de l'avant. Il y a eu beaucoup de résultats chanceux. Après, un peu mitigé dans le sens où je vais basculer du côté positif, c'est, comme je l'ai dit sur le forum, on n'a pas serré les fesses à la dernière journée. On a assuré, entre guillemets, la qualif en Ligue des Champions bien plus tôt et j'ai pas envie de dire grâce à nos très bonnes performances, mais grâce à nos bons résultats et grâce aussi aux concurrents qui étaient clairement pas au niveau à cause des blessures, à cause de, par exemple, Chelsea, Lampard ne faisait pas du tout le taf, mais quand Tuchel est arrivé, c'est vite reparti vers l'avant. Leicester, qui 2 années de suite, les pauvres qui échouent à la dernière journée. Donc ça reste quand même mitigé dans le sens où il y a énormément de points négatifs, mais qui restent les mêmes. Mais il y a quand même un peu de positif, dans le sens où il y a une petite progression. Est-ce que c'est vraiment dû à nous? Je suis pas forcément convaincu, mais ça fait du bien de pas attendre la dernière journée pour être qualifié en Ligue des Champions. Et on a quand même joué une finale, même si elle a été perdue. L'année dernière, c'était quand même 3 demi-finales pour 3 échecs. Là, c'est 3 demi-finales, 2 perdus et une finale. Ok, merci Mohamed. Nat, il reste que toi, je pense, qui ne s'est pas exprimé. C'est quoi ton point de vue? Donc, il y a du bon, mais il y a encore des choses à améliorer. Alors, je vais être un petit peu plus optimiste, mais dans le fond, je suis plutôt d'accord avec ce qu'ont dit mes trois acolytes, hein. De toute façon, hein, je pense qu'on se rejoint dans le fond. Moi, je vais relever effectivement en positif. Donc, vous parliez de physique à juste titre. Moi, je pense qu'il y a aussi évidemment du mental derrière ça, le fait d'avoir renversé autant de situations. Moi, je trouve que c'est quand même bon signe parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai les souvenirs encore, que ce soit sous Mourinho ou même au début sous Solskjaer, que mentalement, on avait l'impression que tout pouvait s'écrouler à tout moment. Et cette saison, il y a eu beaucoup de matchs où je savais qu'en sortant, même en se prenant 2-0 à la mi-temps, comme contre Southampton par exemple, je savais qu'on allait revenir. En tout cas, j'étais très confiant. Et c'est la première fois depuis, je pense, même, on peut le dire, Ferguson. Vraiment, sur ce point-là précis, hein. Je ne dis pas qu'on est revenu au niveau de Ferguson, mais juste sur ce point-là.
On a vraiment bon, c'est anecdotique, mais cette statistique d'avoir été invaincu à l'extérieur, même si elle veut un peu moins dire quelque chose parce que c'était l'année Covid, mais quand même, c'est pas si anodin que ça. Ça montre qu'il y a une solidité, qu'il y a quelque chose, il y a un mental, il y a des choses intéressantes sur lesquelles se baser. Je vais ensuite embrayer rapidement sur le fait que certains joueurs, qu'on citera, je pense, plus en détail après, ont montré définitivement qu'on pouvait vraiment compter sur eux, qu'on a quand même quelques joueurs autour desquels on peut fonder quelque chose de solide. Je trouve que on a des joueurs clés à pas mal de postes. Effectivement, il y en a qui doivent être il y a des postes qui doivent être renforcés, mais ça on en reparlera après. Mais on a vu des caractères, des leaders vraiment, même je peux dire, se révéler, et notamment par rapport à l'histoire de la Super League. Mais ça, finalement, c'était assez anecdotique par rapport à toute la saison. Donc déjà, pas mal de points positifs là-dessus. Voilà, des joueurs que j'ai particulièrement appréciés. Même si malheureusement plus défensif qu'offensif. Mais encore une fois, je vais pas trop spoiler sur ce qu'on va dire ensuite. Ensuite, comme l'a soulevé Mohamed, le fait qu'effectivement, on est enfin atteint une finale, même si malheureusement, on l'a pas gagné, mais ça nous était mine de rien pas arrivé. Donc c'est très léger, mais ça reste effectivement un point intéressant. Mais il faudra effectivement absolument faire mieux l'année prochaine sur ce point parce que ça reste une saison blanche et que c'est sûr que, comme le dit très justement Antoine, même si je peux, moi, personnellement, un an ou deux, si c'est des saisons blanches d'un an ou deux, mais qu'on sent qu'il y a du progrès, qu'on arrive vraiment droit au but, ça ne me pose pas de problème. Toutes les équipes ont passé par des saisons blanches, même City, même Liverpool récemment. Liverpool, cette année, hein, tout simplement. Mais effectivement, 4 ans, ça fait long. Je crois qu'on n'a jamais eu une telle traversée du désert depuis très très longtemps, puisque il y a eu les années sombres entre 2003 et 2006, je me rappelle un petit peu sous Ferguson, et on a eu aussi un petit trou aussi entre 2014 et 2016. Mais voilà, là, c'est quand même assez long et ça reste un point négatif. Et c'est sûr que le fait d'avoir gagné l'Europa League, même si c'est pas très emballant, ça nous aurait quand même permis effectivement de nous dire, voilà, il y a un palier qui a vraiment été franchi. Et c'est un peu cette frustration donc de pas de trophée et aussi du coaching d'Ole Gunnar Solskjaer sur certains matchs, effectivement. Le fait que certains joueurs aient été poussés dans le retranchement, même beaucoup plus que de raison. Le fait qu'il n'ait pas assez fait confiance à certains joueurs de rotation. Moi, je parlerais par exemple de Nemanja Matic, par exemple, ou d'autres, hein, ou de Van de Beek surtout. C'est Van de Beek, quoi. Enfin, il n'a pas toujours été excellent cette saison, mais je trouve qu'on aurait dû lui laisser plus sa chance. Je ne comprends pas comment il ait pu jouer aussi peu de matchs. Ou Mata, quand il était fit, il pouvait apporter un petit quelque chose aussi. Je ne cite que eux, mais même globalement, je trouve qu'il a été trop frileux sur le turnover. Et ce match, cette finale, était la consécration de ce qu'on dénonçait depuis maintenant, depuis le début de cette saison, je dirais, même depuis le début de Ole Gunnar Solskjaer, finalement. Voilà, donc là, c'est point négatif. Et je trouve aussi que défensivement, cette année, sans Maguire en particulier, c'était vraiment très faible. Donc les coups de pied arrêtés, on n'a pas parlé de ça, mais il faut vraiment qu'on travaille nos coups de pied arrêtés, quoi. C'est pas possible de prendre autant de buts. C'est délirant. Il faut vraiment qu'on travaille ça plus à l'entraînement. Je ne sais pas ce que font les joueurs, mais tiens, si Antoine a des statistiques à ce sujet-là, ça pourrait être intéressant Non, parce que alors, j'ai pas la statistique, mais je sais qu'au bout d'un moment de la saison, on était la pire équipe d'Europe sur coup de pied arrêté. Maintenant, il faudrait voir à la fin de la saison, j'ai plus les statistiques, mais une bonne partie des goals qu'on a encaissés, c'était quand même, je crois qu'on a près de 30% des goals encaissés ou quelque chose. Là, 32% des goals encaissés cette saison, c'est sur coup de pied arrêté. Et le problème, c'est que ça va avec le coaching, parce que c'est pas un problème d'homme. Alors, on s'est fait battre sur des duels, on est bien d'accord. Lindelof hier, Pogba contre Firmino, okay, on peut tous se souvenir de ça. Mais le problème, c'est qu'on est la dernière équipe d'Europe. J'exagère un peu comme d'habitude, mais j'exagère un peu. Mais on joue sur coup de pied arrêté, on joue la zone. Plus personne fait ça. Tout le monde joue l'homme. Et l'homme, tu as un duel et tu le gagnes ou pas. La zone, on n'a pas les joueurs pour faire la zone. La zone, ça va quand tu as Rio Ferdinand, qui à lui tout seul te prend tous les ballons ou te place tout le monde. Là, on a des joueurs. Lindelof, il a été perdu depuis le day one sur la zone et on continue comme ça. D'ailleurs, c'est un des joueurs qui. Tout le monde tape dessus, donc je ne sais pas si on va en reparler après, mais voilà. Mais sur ces actions-là, c'est pas de la. Alors, les joueurs ont une part de responsabilité, mais on a un coaching staff qui coach les coups de pied arrêtés, que ce soit offensif ou défensif, comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit Phelan qui s'occupe de ça.
En fait, ce que tu dis, c'est pire parce que ça va dans ce que je vais dire, mais je trouve que c'est pire, c'est qu'en fait, le placement, c'est pas que sur les coups de pied arrêtés. C'est cette année, défensivement, on n'a pas été foutu de sortir un match avec un alignement correct en défense. Hier soir, ça a été, mais alors, on jouait en cercle. J'ai jamais vu ça au centre du terrain, une défense qui joue en cercle. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. On rappelle au handball, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et en fait, ce côté brouillon qu'on a dans le placement, ah ben, sur coup de pied arrêté, on le paye. On le paye à chaque fois et on le paye aussi offensivement. C'est un enfer offensivement sur coup de pied arrêté. Quand il s'agit de mettre le ballon sur la tête de quelqu'un, on est inefficace. Sans oublier la consécration du placement totalement brouillon, c'est le match à Istanbul. Le but qu'on prend sur le corner offensif. Corner offensif de notre part, avec un placement, je sais pas si c'était Touanzebe ou Matic qui a dû être seul en au couverture. centre du terrain. Donc ouais, clairement, le placement cette année, et j'ai même envie de dire, il y a quelqu'un qui a dit sans Maguire, même avec Maguire. Oui, bien sûr. Bah, l'avantage, c'est que Maguire, et on en reparlera après, a été immense cette saison. Et en plus de ça, on a de la chance, c'est que Luke Shaw, un peu moins, mais surtout Wan-Bissaka, qui est aussi pas top au niveau du placement, il couvre tellement bien que ça masque des problèmes de placement. Mais le placement, comme a dit Jérémy, les deux milieux de terrain, ils sont complètement perdus au niveau du placement. C'est le seul qui sait se placer en MDC, et comme l'a dit, je ne sais plus qui l'a dit, mais je m'excuse, mais le seul qui sait bien se placer, et bizarrement, même s'il a 824 ans, bah, quand il est sur le terrain, il est bon, c'est Matic. C'est le seul sur tout le terrain. Sur la partie défensive, c'est le seul qui sait se placer. Et comme l'a dit Jérémy, sur coup de pied arrêté, quand tu n'as pas le placement, surtout en première ligue où toutes les équipes sont fortes physiquement sur coup de pied arrêté, ben on passe pour des clowns. 14 goals encaissés sur coup de pied arrêté, ça en fait quand même pas mal. Hein. Surtout qu'on n'a pas beaucoup sur la saison, on n'a quand même pas énormément de matchs où on se fait tourner, où on a 15 actions contre nous. Hein. J'aimerais enfoncer le clou parce qu'on parle des corners défensifs, enfin des coups de pied arrêtés défensifs, mais sur les coups de pied arrêtés offensifs, de mémoire, je crois qu'on en a planté vraiment à tout casser, en tout cas en championnat, 4 ou 5. Vraiment. Maguire contre Newcastle, j'ai Maguire contre Sheffield, j'ai Lindelof contre Leeds, ah quand même 7. 7 toutes compétitions confondues. Ah ouais. 7 en première ligue. Attention. Première ligue. Alors, il y a les coups francs aussi qui rentrent dedans. Donc, tu as les coups francs directs qui doivent rentrer dedans. Oui, j'ai un peu trop dans les corners, moi. Oui, autant pour moi. Mais ça reste quand même très peu. De toute manière, on a des mecs, on a des gabarits en plus, quoi. Je veux dire, Maguire, 1m94, Matic, 1m93, McTominay, et même des mecs pas très grands comme Cavani qui ont des tempes de malade. Enfin, on est censé faire beaucoup mieux que ça quand même. Et puis surtout, et ça fait un moment qu'on a ça. Et surtout, ce que je comprends pas, c'est qu'on a Bruno Fernandes, Mata, Van de Beek, qui savent tirer. Télé, c'est chaud aussi, très bien. Et on a tout pour marquer et tout pour bien défendre sur ces coups de pied arrêtés, mais on a l'impression. Moi, j'entraîne des enfants. Moi, s'ils font ce qu'on fait là, moi, je les engueule. Hein. Donc, j'arrive pas à comprendre comment un club professionnel peut. La taille de Manchester United peut se faire avoir sur sur des phases arrêtées autant. Mais en plus, on s'est rarement fait avoir face à des équipes. Oui, alors on s'est fait Southampton qui sont des génies sur les phases arrêtées. On s'est fait avoir, mais comme toute la ligue. Mais sinon, le reste, on ne s'est pas fait avoir sur des actions incroyables hein, ou sur des centres exceptionnels. On s'est fait avoir parce qu'on est perdu au niveau du placement, c'est tout. Et je le place là parce que du coup, bon, je fallait le dire à un moment donné, hein, mais vu qu'une grosse partie de la saison ça a été de Réa au cage, ben tu peux même pas compter sur ton gardien. Sur le mauvais placement sur CPA, tu peux pas compter sur ton gardien. Même Henderson, quand il est là, on en reparlera sûrement plus tard, mais moi je suis plutôt de Réa qu'Henderson sur 7 pour l'année prochaine. Mais même Henderson qui a pas fait de mauvaise saison, et de Réa non plus, hein, c'est de loin. Le problème c'est que les médias parlent des gardiens comme si c'était notre problème principal, alors que dans la liste, je promets qu'il y a bien des équipes qui voudraient avoir un seul de ces deux gardiens. Mais le problème, c'est que même Henderson, qui est très bon sur les sorties, il a pris un nombre de goals sur coup de pied arrêté incroyable, alors que c'est un bon gardien et qu'on a un des meilleurs joueurs de tête du monde avec Maguire. C'est quand même incroyable. Normalement, on devrait être serein sur chaque coup de pied arrêté offensif et défensif. Mais bon, on est perdu. Mais voilà, du coup, pour terminer du coup ce petit bilan, parce qu'on a fait un bon détour, mais c'est vrai que c'était un des problèmes de l'équipe, assez problème majeur, je trouve.
et je suis content qu'on en ait discuté. Mais en bilan, donc moyen, on va dire, moyen plus. Allez, je vais être un petit peu plus optimiste que mes confrères. Il y a des choses intéressantes qu'il faut développer. Et évidemment, il y a beaucoup de défauts encore à gommer. Et j'espère qu'on va enfin cette année avec des recrutements plus pertinents, parce que comme l'a dit Antoine, bon, à part Telles et éventuellement Cavani, qui quand même a beaucoup apporté cette saison, surtout à la fin de saison, Cavani, notre homme de fin de saison, tout simplement, faut le dire. Mais Van de Beek, effectivement, pour l'instant, j'espère que l'année prochaine, on va en faire une autre utilisation et qu'on va se renforcer enfin des postes qu'il mérite, c'est-à-dire milieu défensif. Parce que Matic, il a 33 ans, mine de rien. Moi, je le garderais bien une saison au passage, mais ça, c'est encore un autre débat. En défense centrale, il faut vraiment un mec plus agressif. On manque d'agressivité aussi parfois. Et Maguire, il est un peu tout seul et livré à lui-même. Lindelof, pas assez agressif. Il est bon dans la relance, très bon même. Mais c'est un Maguire, finalement, il a les mêmes qualités que Maguire, sauf la force physique et l'agressivité. Donc, au final, c'est un Maguire du pauvre, entre guillemets. Et pour moi, comme remplaçant, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas prétendre jouer le titre avec un mec comme Lindelof pour accompagner Maguire, ou même Bailly. Bailly, je pensais beaucoup de bien de lui, mais même quand il n'est pas blessé, j'ai l'impression qu'il a régressé par rapport à sa première saison chez nous. Il était immense. Bailly ne me rassure pas non plus. Donc, clairement, il faut un partenaire à Maguire qui est notre seule valeur sûre à ce poste. Et bien sûr, tout le monde sera d'accord avec moi, mais j'enfonce des portes ouvertes. Jadon Sancho, évidemment. Et seulement Jadon Sancho. Je ne vois vraiment pas quel autre joueur, sur le peu que j'ai vu de lui, quel autre joueur pourrait nous apporter ce qui nous manque. Parce que finalement, on n'a plus d'ailier droit depuis combien de temps concrètement? Puisque depuis qu'on a décalé Valencia arrière droit, on n'a plus vraiment de vrai ailier droit en fait. Alors, si tu veux vraiment une belle saison d'un ailier droit, moi je suis allé Nani 2011. Ouais. pensais que c'était Ah oui, Beckham. 20 passes décisives, beaucoup de passes décisives. Alors, moi, Nani, c'est un de mes joueurs préférés all time. D'ailleurs, Sancho, c'est un style qui ressemble un peu quand même à Nani. Mais t'as bien cité. Pour ma part, pour clôturer ça, c'est qu'on a une saison très compliquée au niveau du coaching et tout. Il y a des décisions qui ne vont pas être prises. Moi, je suis d'avis de changer Solskjaer parce qu'on lui a laissé 2 ans et demi dans le foot moderne. 2 ans et demi, c'est énorme et il n'y a pas de progrès sur le terrain. Ou peu. Je suis gentil, je vais dire peu. Mais il faut, quoi qu'il arrive, il faut des vrais recrues. Que ce soit, on parlera plus tard du milieu défensif, et je suis d'accord avec toi. Moi, je suis désolé, les meilleurs matchs que j'ai vus d'une paire de milieux défensifs cette année, c'est les 2 matchs où c'était Matic et Van de Beek. Pourtant, Van de Beek, je croyais qu'il ne pouvait pas jouer numéro 6, et Matic, je croyais qu'il ne pouvait plus jouer au foot. Donc, non, il y a des recrues à faire, et ce qui me fait le plus peur, c'est que pour notre avenir, à court et moyen terme, c'est que c'est notre board technique qui doit faire des recrues, et ça fait depuis... combien on a fait de vrais bons transferts au bon prix depuis 10 ans? Parce que même Bruno Fernandes, c'est un bon transfert, mais on l'a quand même payé 70 millions. Hein, c'est quand même le prix de De Bruyne, par exemple. Hein. Mais c'est un bon transfert, on va pas revenir là-dessus. Mais même, vous voyez, Wan-Bissaka, qui est un de mes joueurs préférés, 55 millions. Maguire, qui est un super joueur, 80 millions. Bref, il va falloir être ingénieux parce qu'on n'a pas 300 millions à claquer cet été. Et être ingénieux, c'est pas notre fort. Ok, merci les gars. Je vous propose qu'on en reste là pour cette première partie. Sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Merci à vous. Et puis Signé Sancho. Ouais. Signé Sancho, ce sera le mot de la fin pour Antoine. Et donc, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie dans quelques instants. Deuxième partie de notre 8e podcast Manchester Devils. On va faire un peu le tour justement maintenant des satisfactions et des insatisfactions, les tops et les flops sur la saison qui vient de se terminer. On essaie de se limiter à 3 max, s'il vous plaît, donc 3 tops, 3 flops par personne. Mohamed, on va commencer par toi. C'est quoi tes tops sur la saison qui vient de s'achever? Alors, mes tops, pour commencer, ça va être Maguire. Pour une raison très simple, je suis absolument pas fan de lui de base. J'étais un peu contre, j'étais un petit hater, on va dire, sur le forum. Il a fallu qu'il soit absent pour que je me rende compte en fait à quel point il était très 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 important. Donc ça va être c'est mon top de l'année, clairement. Il est sur mon podium et c'est le vainqueur du podium.
Je vais être assez rapide là-dessus. Je vais essayer de laisser les autres s'exprimer. La deuxième place, ça sera pour Luke Shaw, pour une raison très simple. Il revient des enfers, limite. Sa saison est stratosphérique. Il a fait une saison de cinglé. On n'a jamais vu ce Luke Shaw-là. Peut-être la première saison ou celle sous Van Gaal. C'est celle-là, sa première d'ailleurs, je crois. Celle sous Van Gaal avant qu'il se pète la jambe. Donc, très content de Luke Shaw, même si je suis un peu mitigé là-dessus, dans le sens où j'aurais quand même aimé voir Alex Telles jouer un peu plus, parce que ça reste un joueur que j'affectionne particulièrement. Pareil, même ça, je vais être assez rapide et je vais laisser les autres s'exprimer dessus. Mon troisième top, ce sera Marcus Rashford. Je trouve qu'il nous a encore fait une saison de haute voltige, enfin, plus une première partie de saison qu'une deuxième partie de saison. Alors, si je reprends ces stats rapidement, Marcus Rashford, cette année, c'est 21 buts, 13 passes décisives pour 57 matchs en tout. 4146 minutes jouées cette année. Bon, comme je l'ai dit, 5 buts et 4 passes décisives depuis 2021. Je le mets en top, pourquoi il a fait une très bonne partie de première saison, avec quand même quelques matchs pas très bons, pas très aboutis, où je trouve aussi qu'il commence à vouloir faire un peu le sauveur parfois. Je le mets en top pour sa saison, on va dire, sur le plan comptable, mais aussi pour une autre raison. C'est que malgré qu'il soit blessé, il continue de jouer. Solskjaer compte énormément là-dessus, limite. Je sais pas comment il fait pour tenir. Pour ça, du coup, pour son sens du sacrifice, sur son plan comptable. Mais le mec, c'est limite, si je peux me permettre, Olivier Hatton. Blessure à l'épaule, blessure à la cheville, c'est Olivier Hatton, le gars. Donc franchement, gros respect à lui. On sent qu'il a le sang mancunien. Et pour ces raisons-là, bah voilà, il ferme mon podium en fait en troisième place. Déjà, juste pour Luke Shaw, petite précision, c'est pas sa première saison où il a été bon. J'ai le souvenir qu'il a été assez moyen et qu'en plus il était pas mal blessé. C'est sa deuxième saison, en 2015-2016, où il commence vraiment sur les chapeaux de roue. Et malheureusement, il y a cette blessure par excusez-moi le terme, de Moreno qui allait le charcuter dans le plus grand des calmes et s'en prendre de moindre carton. Bref, ça c'est une petite anecdote, retour en arrière, on va dire. Par contre, pour Rashford, alors c'est vrai que je ne peux pas nier l'implication de ce joueur, notamment le fait qu'en plus il arrive quand même à tenir sur le terrain en étant vraiment bousillé, il faut le dire. Vraiment physiquement, j'imagine que ça doit être difficile de, de jouer des matchs à haute intensité tous les 4 jours avec une épaule en vrac et les jambes pas mieux. Toutefois, sa saison, si statistiquement elle n'est pas ridicule, par rapport à celle d'un Martial, par exemple, oui, je sais déjà que je taille un petit peu, bon. Mais bref, sa saison n'est pas ridicule sur le plan comptable, même si elle est un peu moins bonne que celle de l'année dernière, parce que l'année dernière, il me semble qu'il met 25 buts en un petit peu moins de matchs. Ouais, je vérifie, mais pour le coup, l'année dernière, il avait été un petit peu plus fringant. Il y a eu quelques matchs références de la part de Rashford. Je m'attendais à ce que tu cites son triplé alors qu'il était sur le banc à la base contre Leipzig. Malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose à la fin puisqu'on se fait éliminer de Ligue des Champions. Mais voilà. Mais il y avait effectivement quelques très bons matchs, de bonnes entrées. Puis Rashford, c'est toujours, même si on l'a moins vu en fin de saison, c'est toujours on va dire cette force, c'est-à-dire de débloquer une situation à lui tout seul sur une frappe de loin, sur une accélération, sur une fin de frappe. Et c'est un des seuls qui, à ce jour, avec peut-être Bruno et Pogba, est capable de nous apporter ça. C'est vraiment ce truc individuel, cette action sortie de nulle part. Il en a fait quelques-unes cette saison. Mais par rapport à tous les matchs qu'il a traversés en mode Casper le fantôme, c'est très peu. Et même si beaucoup disent que ses mauvaises performances s'expliquent par sa condition physique, je veux bien que ça explique le fait qu'il soit moins fringant, qu'il accélère moins, qu'il gagne moins de duels. Mais est-ce que ça justifie ses mauvaises décisions, le fait de s'entêter, le fait d'avoir aucune vision du jeu, aucune intelligence footballistique? Je suis désolé, je suis un peu violent, mais c'est ce que je pense de lui. Pour moi, ça ne le justifie pas. Et ça fait une saison qui, au final, est un peu est très mi-figue, mi-raisin, pour ne pas dire même mauvaise par rapport au talent du joueur, par rapport à son potentiel. Donc voilà. Si je réponds juste rapidement sur ce que tu dis, ça peut impacter dans le sens où
tu perds en lucidité quand tu joues tous les matchs et que déjà blessé, mais surtout quand tu fais le nombre de minutes qu'il fait, tu prends plus forcément les bonnes décisions. Tu l'as dit toi-même, il y a des matchs où justement il débloquait quelques situations et il y avait d'autres matchs où il faisait le sauveur. Moi-même, je l'ai dit, et ça, c'est le côté de Rashford qu'on déteste. Mais ça peut s'expliquer par cette perte de lucidité en fait en fin de match des fois ou en enchaînant ce nombre Des de fois, matchs-là. mais au début de match aussi, des fois, il faisait. Enfin, je veux dire, il y a des matchs où il était, même quand il n'était pas censé être bousillé comme ça, même les saisons précédentes, j'ai pas l'impression qu'il ait progressé sur son intelligence de jeu où il prenait de toute façon que des décisions risibles, enfin, que des décisions risibles, beaucoup de décisions vraiment pas ouf. Donc c'est sûr que le fait d'être physiquement diminué, ça ne va pas aider à inverser la tendance. Mais j'ai pas attendu qu'il soit blessé pour honnêtement me faire cette remarque sur lui. Et c'est dommage au vu du talent immense. Il a un talent immense, je n'ai pas peur de le dire. C'est un gros potentiel, mais qu'il exploite très mal. Voilà. Le problème aussi avec Rashford, c'est que Solskjaer le fait jouer dans un rôle qui n'est pas le sien. Rashford, c'est un homme de contre, c'est un homme qui est pas si mauvais à la finition, même si on a tous en tête ce qu'il rate hier, mais bon voilà. C'est un homme qui doit avoir de l'espace et qui doit vraiment punir quand on a de l'espace. La plupart des matchs, on les a joués face à des blocs bas, parce qu'ils ont compris que on n'a que ça. Et en fait, on l'a mis comme deuxième créateur avec Bruno, et ça va pas. C'est pas un créateur, c'est un ailier qui a du potentiel, bien sûr, et qui a des qualités, mais c'est pas un Jadon Sancho ou même un Coman qui est dans son style de jeu à lui, mais qui est plus créateur et tout. C'est un joueur qui est un peu dans la même veine qu'un Mbappé dans le style. S'il n'y a pas d'espace et pas de vitesse, c'est pas dire qu'il ne sert à rien, mais c'est dire que si tu n'as pas d'espace et tu lui donnes la balle pour créer pour les autres, bah, la seule solution qu'il a, c'est des dribbles et il se prend pour Ronaldo R9 alors que c'est Lingard, quoi. Alors, je vais me permettre d'aller dans ton sens, mais pas dans le bon sens pour le joueur. Je vais exagérer, mais à mon sens, son jeu a changé quand même à Rashford. Avant, il était plus spontané les premières années. Les premières années, d'ailleurs, il était aussi capable, curieusement, d'assurer une position de neuf. Actuellement, on le sent clairement plus à l'aise sur un côté. Et le problème qu'il y a, c'est que sur le côté, il est capable d'être bon, mais il est aussi devenu un petit peu la caricature de lui-même. C'est-à-dire que j'exagère un peu en le disant parce que je ne le pense pas totalement, mais c'est vraiment pour imager. Mais il est devenu un peu le tout droit anglais qu'on connaît un peu tous. On a tous beaucoup de noms en tête, en commençant par Lennon pour ceux qui ont quelques années de plus ou des joueurs un peu plus récents. C'est-à-dire un joueur très rapide qui élimine son vis-à-vis, notamment sur sa vitesse et juste sur sa qualité à garder la balle au pied quand il court. Là, Rashford, en ce moment, enfin moi, ça fait quelques mois, j'en peux plus. Je veux dire, certes, il a été capable de mettre des buts décisifs et on le remercie, et heureusement, parce que c'est quand même une partie des choses qu'on lui demande, mais c'est devenu un monodribble. C'est un geste unique qu'il reproduit quand il est en mesure de le reproduire, c'est-à-dire quand on ne joue pas arrêté, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en fait, sorti de là, bah, tu n'as rien. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de variation dans le jeu. Ça s'est très bien vu en première mi-temps, là, hier. Première mi-temps complètement inexistante parce que bah, il joue complètement arrêté et qui n'est pas capable de sortir un autre mouvement que celui d'essayer de rentrer par le côté gauche en poussant légèrement la balle sur son extérieur gauche pour essayer de prendre de vitesse son vis-à-vis. Et ça me fait mal, surtout que derrière, il a chaud, derrière lui, qui a une tendance à jouer pareil, mais qui est capable à ce moment-là quand même de faire une petite variation, qui va être capable de mettre un crochet, on l'a vu faire, un petit ballon en retrait pour décaler un joueur. Et ça, Rashford, il n'en est pas capable. Et là où je rejoins vraiment Nat, ce que je déteste le plus chez Rashford, c'est sa capacité à jouer sans lever la tête, c'est-à-dire à mal jouer, à mal distribuer et à lâcher le ballon quand c'est trop tard, quand il n'a plus de solution. Rashford ne lâche jamais le ballon avant qu'il n'ait plus de solution. Et ça m'est insupportable. Ça rejoint la position où il disait qu'il se prend pour un sauveur. Ok, donc on voit que sur Rashford, effectivement, bon, tout le monde n'est pas d'accord, hein, donc il est dans le top de Mohamed, mais pour les autres, bon voilà, il mérite pas forcément. On va faire la transition, justement, bah, Nat, c'est toi qui avais pris la parole, et on va faire la transition avec ce que disait Jérémy tout à l'heure, par exemple, qui parlait de Luke Shaw, et vous êtes tous d'accord, a priori, pour mettre Luke Shaw dans votre top 3. Bah, Nat, tu veux dire un petit mot sur notre latéral? Bon, Et allez. puis sur la suite de ton top aussi, évidemment, tant qu'à faire, Ouais, parce qu'il y ouais, a tant qu'à d'autres faire. joueurs qui en font partie. Je vais essayer d'être rapide. C'est pas ma qualité première, comme vous le savez. Euh,
Luke Shaw, tout simplement, mais déjà, ça a été dit très justement, encore une fois, par Mohamed. Euh, Déjà, au-delà du fait que sa saison est tout simplement excellente, voilà, il faut le dire. Honnêtement, je dis même pas ça par exagération. C'est à part contre Tottenham, où de toute façon c'était un naufrage total pour tout le monde. D'ailleurs, au passage, je veux juste encore une fois embrayer sur le fait que bon, le bilan de la saison est terminé, on l'a fait avant, mais cette défaite nous a fait plus de bien qu'autre chose au passage, je trouve. Hein. Je pense que si on s'était pas pris ce 6-1, on n'aurait pas eu cette belle série jusqu'à janvier. Voilà, je ferme la parenthèse. Sur ce match, tout le monde a été nul. De toute façon, il faut le dire, faut dire ce qui est. Et chaud, à part sur ce match-là et peut-être sur un ou deux autres matchs, comme ça peut arriver à tout le monde, je veux dire, sur une saison de 50-60 matchs, je n'ai pas le souvenir d'un seul mauvais match de sa part. Vraiment, c'était soit au pire, c'était correct, voilà, c'était correct sans plus, soit dans la majorité des matchs, c'était bon, voire excellent, comme contre City, homme du match de très loin, il marque un but super, plein d'intelligence, de spontanéité, d'énergie, qui est finalement, je trouve, la consécration de sa saison, qui montre à quel point il a franchi un palier. Donc ça, Luke Shaw, rien à dire là-dessus. Tout simplement, je l'ai aussi en top, donc je, je me permets d'intervenir juste pour dire une phrase. Pour moi, ça va être très simple. Il est tout simplement le meilleur latéral gauche de Première Ligue cette année. Et il n'y a même pas photo. Donc, que ce soit défensivement ou offensivement, il a été bon. Et personne n'aurait parié il y a une année sur Luke Shaw, meilleur arrière-gauche de Première Ligue. Mais très très content qu'il soit de retour. Et ça m'a fait tiquer de voir quel âge il a, parce que depuis le temps qu'on le voit, je pensais qu'il avait 25, il a 25 ans. Ouais. 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 Il est très jeune, il est arrivé très jeune et il a mis du temps à s'imposer, quoi. Donc c'est encourageant. Bon, s'il n'y avait pas eu un boucher qui s'était mis sur sa route, ça serait Ah oui, non, différent. mais ça, c'est incroyable. Bref, et oui. Mais cette année, dans une majeure partie des équipes type de Première Ligue, arrière gauche, Luke Shaw. Pourquoi il y a des mecs qui mettent Cancelo dessus, mais je me demande s'il voit les matchs, parce que Cancelo est bon, mais Shaw, Il c'est joue à droite, vraiment. Cancelo. Ben, il a joué à gauche cette saison aussi, il me semble, hein, je dis pas de bêtises, ou en tout cas dans les équipes types, je le voyais surtout à gauche. Hein. Mais après, il a joué dans les deux, je pense, surtout. Mais en tous les cas, arrière gauche, clairement, Robertson, de toute façon, cette saison, c'est quand même bien en dessous de ce qu'il est capable de faire. Il y a Tierney d'Arsenal qui est intéressant, mais très très loin de notre Luc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Luke Shaw, pour moi, je le mettrais premier pour ma part. Pourtant, je préfère Maguire à titre personnel, mais Luke Shaw, pour moi, homme de la saison, tout simplement. Voilà, bravo. Et encore une fois, beau mental, parce qu'il revient de très loin, même s'il avait déjà fait des. Moi, j'ai le souvenir que sur la première demi-saison de Solskjaer, avant qu'il devienne manager permanent, c'était déjà un revenu, un de nos hommes forts, putain, ça s'articule mal. Et je pense que ça s'explique en partie par le départ de Mourinho, qui l'a bridé, tout simplement. Je pense que Luke Shaw, finalement, on ne savait pas à l'époque, on parlait de Pogba comme grand gagnant du départ de Mourinho, ben, je pense que ce grand gagnant, c'est Luke Shaw, tout simplement. C'est lui qui s'est le plus développé depuis cette période. Et aujourd'hui, on a un arrière-gauche de classe mondiale, j'ai pas peur de le dire. Cette saison, c'est un joueur de classe mondiale, Luke Shaw. Voilà. J'ajouterai ensuite, si je puis me permettre, du coup, comme deuxième joueur que j'ai mis en top, Harry Maguire. Quelle force mentale lui aussi. Pourquoi? Parce que sa première saison déjà n'était pas mauvaise. Je trouve qu'on exagère beaucoup avec lui par rapport à son prix. Oui, on l'a acheté 80 millions, on l'a surpayé, d'accord. Mais il faut voir ce que le joueur apporte. Oublions pas, soyons pas ingrats. On se tapait des Jones, Smalling, Lindelof, Bailly, Bailly encore ça allait à peu près quand il jouait. Mais on avait ça en défense juste avant. Roro aussi, on avait ça. Là aujourd'hui, on a Maguire. On a un mec qui déjà est fiable, qui joue toutes les minutes. Bon là, il y a eu cette fin de saison parce que pas de chance, voilà, il y a le mec de El Ghazi, 90 kilos, qui retombe sur sa jambe. Mais à part ça, Maguire, zéro blessure. Ou même quand il était blessé la saison dernière, il était censé être sur le flanc de 2 mois. J'ai le souvenir que finalement, une semaine après, feuille de match titulaire, ça montre le bonhomme, quoi, physiquement très fort. Mais surtout, je tiens à préciser que l'été dernier, il y a eu cette histoire en Grèce. Il y a eu son carton rouge en sélection nationale. Il y a eu son début de saison, ses 3-4 premiers matchs en première ligue calamiteux, même s'il n'était pas le seul, mais c'est sur lui qu'on a le plus tapé parce que c'est le capitaine, parce qu'on l'a surpayé, soi-disant, je sais pas quoi. Bref, il a pris dans la gueule, mais vraiment sévère. Il y a beaucoup de joueurs qui seraient effondrés. Lui, au final, il a monté en puissance au fur et à mesure. Il y a eu ce match contre le PSG, on a beau perdre 3-1, il avait été immense ce soir-là. Si Fred n'avait pas fait le compte, de toute façon, il y avait moyen de faire quelque chose. Mais globalement, il monte en puissance et au final, on le voit en cette fin de saison quand il n'est pas là, de toute manière. Mais moi, je le savais déjà avant. Mais bon, je suis content de voir que des gens ouvrent les yeux maintenant. C'est que ce mec, même si je pense qu'il peut faire encore mieux et que, évidemment, qu'on compare à Ferdinand Vidic, c'est encore en dessous.
Mais depuis Ferdinand Vidic, c'est le défenseur, et de très loin, le défenseur central qui me rassure le plus. Quand je le vois sur la feuille de match, je suis rassuré. Je sais que c'est un mec qui est déjà très bon. Pour un mec de son gabarit, déjà, les relances, c'est incroyable techniquement comme il est bon. On pense que c'est un gros bourrin qui dégage en touche. Au final, il est beaucoup moins qu'un Vidic, par exemple, qui était immense. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais il a un style de jeu qui est quand même assez technique. C'est un des seuls joueurs avec qui on peut remonter le bloc, puisqu'il monte bien avec le ballon, fait des bonnes relances. Il récupère quand même aussi beaucoup de ballons dans les airs, notamment. Même si on fait des défenses en zone un peu pourrave sur les coups de pied arrêtés, dans le jeu, il nous a dégagé beaucoup de ballons, que ce soit de la tête, des jambes. Enfin bref, vraiment très très bon sur le terrain. Et surtout, le capitaine. Le fait que je trouve que le brassard de capitaine, il le mérite amplement. C'est pour moi notre leader en défense. Quand il n'est pas là, regardez comment les défenseurs communiquent pas entre eux. On a l'impression que c'est 4 défenseurs placés côte à côte qui se découvrent. Avec Maguire, il y a quand même, même si c'est encore un peu fragile, on sent qu'il y a quelqu'un qui fédère, quelqu'un qui communique. Il communique beaucoup, Maguire. Il récupère beaucoup de ballons, mais surtout, c'est son aspect mental. Et on l'a bien vu sur les derniers matchs, sur la finale aussi. Sur la finale, les défenseurs centraux n'ont pas été mauvais en soi, à part sur le but, mais on sent que voilà que son absence nous a porté préjudice sur le peu de matchs où il a été. Et puis j'ai aussi au passage apprécié là c'est extra sportif, mais j'ai beaucoup apprécié aussi son rôle dans l'histoire de la Super League, qui montre que c'est le leader et qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grande gueule, d'être celui qui gueule sur l'arbitre, parce qu'on lui reprochait de ne pas avoir gueulé sur l'arbitre quand Martial s'est fait expulser contre Tottenham. Je me rappelle de ça. Maguire s'était fait descendre totalement injustement. C'était la mode, le Maguire bashing, de toute façon, à l'époque, même encore aujourd'hui. Hein. Les mecs qui ne regardent pas ces matchs trouvent qu'il est nul, mais c'est parce qu'ils ne regardent pas ces matchs, je pense. Parce que Maguire, à part Diaz de City, qui est un monstre, et éventuellement Stones, qui du coup a haussé son niveau, je ne vois pas d'autres défenseurs centrales au-dessus de Maguire cette saison. C'est pas possible. Voilà. Je vais aller dans ton sens. Maguire, ce qui est rassurant avec lui, c'est qu'il est capable en fait de driver le défenseur qui est à côté de lui. Et ça, c'est quelque chose dont on a besoin parce qu'en fait, on manquait jusqu'à présent, enfin, on manque toujours, on manque d'un second défenseur central de qualité. Ça permet également aussi il permet par ses qualités, notamment au duel, de compenser nos faiblesses tactiques, celles qu'on a évoquées tout à l'heure, notamment au niveau du placement. Vu qu'il prend énormément de choses de la tête, du coup, il soulage le périmètre autour de lui, donc ça permet de compenser ce mauvais placement qu'on a au niveau de la zone, et c'est normal que du coup, je pense qu'il ressorte dans le top de beaucoup de monde, dont moi. Je vais pas en dire plus parce que je pense que tu as largement épuré le sujet. Mais voilà, donc il ressort dans les tops avec, pour moi personnellement, avec Shaw, que donc j'ai commencé à évoquer tout à l'heure. C'est clairement les deux joueurs que j'ai envie de mettre en avant, malgré que finalement on n'est pas très content dans la globalité du secteur défensif, parce qu'on a quand même eu pas mal de choses à dire dessus. C'est quand même curieux que finalement, de manière individuelle, ça soit deux défenseurs qui ressortent, surtout que pour clôturer mon top. J'ai pas vraiment envie de parler de joueurs offensifs parce que j'avoue que j'ai vraiment pas été assez séduit cette année par notre jeu, donc je vais mettre un troisième joueur défensif, même si c'est plus pour faire le nombre parce que je lui reproche un petit manque de régularité sur toute la saison. Moi, je vais donc du coup parler de notre arrière droit et du coup j'ai vraiment envie de le mettre dans notre top parce qu'il a fait vraiment donc une moitié de saison. C'est pour ça que je le mets que troisième qui est vraiment la première moitié de saison a vraiment été bluffante, a vraiment été solide. Il a été solide physiquement, il a été solide aussi au niveau mental parce que on attendait beaucoup de lui. Il a été fiable et du coup ça fait plaisir. Il a eu un petit passage à vide, clairement, hein, mais il n'a pas non plus été catastrophique. Et de toute façon, cette saison, enfin c'est d'où la difficulté de ce top. Personne, je trouve, a été irréprochable sur toute la longueur de la saison. Personne, même Shaw a eu des passages un peu moins bons, même s'il sort avec moins de passages à vide, mais quand même. Et du coup, c'est lui que j'ai envie de mettre en troisième homme. Moi, je vais aussi t'emboîter le pas sur Wan-Bissaka, qui est un de mes joueurs préférés, car premièrement, il a un comportement qui est juste parfait, tout simplement. On n'a jamais un problème avec Wan-Bissaka, c'est quand même dingue. Et surtout, défensivement, je le mets toujours meilleur latéral du monde, défensivement. Et offensivement, c'était très faible à son arrivée. C'était moins faible l'année passée que ce qu'on pensait, mais c'était pas faramineux. Et cette saison, alors c'est pas élégant, c'est pour ça que tout le monde croit qu'il est nul.
mais il a été décisif. Il a été décisif 8 fois, 2 buts et 6 passes décisives. C'est plus que chaud. 1 but, 6 passes décisives. C'est une fois de moins que Cancelo, 3 buts, 6 assists, qui est un joueur qui est réputé beaucoup plus offensif. C'est beaucoup plus que Zinchenko, qui a été décisif que 2 fois, 2 assists. Et c'est autant que Robertson, 1 but et 7 assists. Ça veut dire que c'est un joueur qui est quand même au niveau aujourd'hui des meilleurs latéraux offensivement en Première Ligue dans les statistiques. Dans le jeu, tous ces joueurs sont meilleurs que lui, mais sa capacité à centrer et le fait qu'il y ait Cavani devant qui soit capable de porter un peu de danger, même si c'est pas toujours lui qui a la réception de ses centres, ça fait que Wan-Bissaka est devenu. Quand je vois que dans nos priorités, on veut prendre un latéral droit pour concurrencer Wan-Bissaka, j'arrive pas à comprendre. Déjà, j'arrive même pas à comprendre pourquoi il n'a pas été sélectionné avec l'Angleterre. Tant mieux, il va pouvoir souffler un peu. Pour aller dans ton sens, juste un mot. Tu as fait la comparaison au niveau de son apport offensif au niveau comptable. Je remonterai même plus loin. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un arrière latéral qui apporte autant comptablement. J'ai pas souvenir là. Même je serais incapable de donner un nom qui a apporté autant que lui sur une saison. Comptablement, je parle. Et surtout, par rapport à tous ceux que j'ai cités là, même chose, lui, défensivement, c'est un monstre. Alors, il a 2-3 problèmes de placement qu'il arrive à combler avec sa science du tacle. Des fois, je me dis, mais lui, il doit vivre sa meilleure vie parce qu'il tacle tout le temps. Des fois, il n'y a pas besoin, il tacle. Mais bon, il prend le ballon, donc ça va. Mais il est tellement solide défensivement. Il y a les problèmes sur les longs centres qui viennent toucher le milieu de terrain adverse, où là, il y a un problème tactique de nouveau parce qu'on a le même problème à gauche et à droite. Sinon, Wan-Bissaka, comme Maguire, hein, les deux trop chers, mais aujourd'hui, s'il y a bien 2 noms que je mets sans hésiter sur la feuille de match, c'est bien les 2. Alors, mais je vais compléter, je suis totalement d'accord. Moi, je pense que le seul vrai défaut, en tout cas, le seul défaut que je trouve gênant de Wan-Bissaka, parce que quand on dit qu'offensivement, il n'est pas terrible, et au final, on voit que les stats, bah, effectivement, les stats ne mentent pas. Je veux dire, on voit qu'il est quand même assez efficace, et on a vu des progrès, même techniquement, sur cette fin de saison, je trouve, hein, quand même des petits progrès. En tout cas, dans la précision de ses centres et dans ses incursions. Mais aussi, le seul défaut qu'il a, je pense, et qu'il doit travailler dessus, parce que ça nous a coûté beaucoup de buts, je pense que certains seront d'accord avec moi, c'est lui, les alignements, c'est vraiment pas ça, quoi. Il faut vraiment qu'il travaille là-dessus, parce que le nombre de fois où on prend des buts parce que le mec, ou des grosses occasions, parce que le mec n'est pas aligné avec les 3 autres défenseurs, il faut vraiment qu'il travaille là-dessus, parce que c'est son seul vrai défaut, je trouve, défensivement. Et même en règle générale, le seul défaut que je trouve handicapant chez lui, quoi. À part ça, Wan-Bissaka, j'aurais pu le mettre aussi dans mes tops. Je sais pas lui que j'ai mis en 3e, mais je veux dire après, mais Wan-Bissaka est effectivement un bon élément, une valeur sûre et un joueur sur qui on peut effectivement compter aussi bien à court qu'à long terme. Voilà. Je vais un peu vous prendre à contre-pied sur Wan-Bissaka. Euh, Franchement, si on oublie le côté stat, j'ai vraiment du mal avec lui perso. Je le trouve techniquement, je vais pas dire nul, mais faible. Euh, je, je me permets de le comparer parfois à Lukaku qui était chez nous, où vraiment tu vois que techniquement c'est faible, quoi. On peut pas ressortir les ballons proprement quand on joue de son côté. Moi, ce que je propose, c'est que je vais contrecarrer ce que tu viens de dire en t'expliquant et en parlant de mon flop numéro 1, de la raison pourquoi on n'arrive pas à sortir le ballon de son côté aussi. Oui, après. Comme ça nous permet de passer au flop. Le plus gros problème de notre jeu offensif, que ce soit même à gauche ou à droite, parce qu'à gauche c'est que sur des transitions rapides, hein, c'est que nos 2 milieux de terrain que j'appelle McFred, que ce soit McTominay et Fred, sont à la ramasse complète au niveau du placement. Et quand on fait une relance, alors Wan-Bissaka est limité techniquement, je ne vais pas dire le contraire, c'est pas ceux que j'ai cités avant, mais par contre, une grande partie du temps, il est limité parce qu'il n'y a pas de jeu rapide à faire. Donc il doit toucher la balle, il doit temporiser, parce que Fred et McTominay sont perdus à la relance, et qu'en plus sur son côté à lui, c'est Greenwood qui est devant lui, qui est un très bon joueur techniquement, largement plus fort que Rashford techniquement, mais par contre c'est tout sauf un ailier. Je sais qu'il y a des gens qui disent ah mais il joue ailier, mais non, il n'y a que Solskjaer qui le fait jouer ailier. Toute sa vie, vous pouvez aller regarder dans toutes ses statistiques en junior,
À l'académie, il a toujours joué attaquant de pointe. Donc, il n'a pas les réflexes de placement d'un ailier. Et c'est aussi pour ça que Wan-Bissaka a de la peine. Et ça me permet d'enchaîner sur McTominay et Fred, qui est pour moi, hormis Solskjaer, dont Jérémy parlera après, le plus gros flop de la saison. Et quand je dis flop, c'est pas forcément contre les joueurs en eux-mêmes. Oui, 2 secondes, je vais juste rebondir rapidement sur Wan-Bissaka. Euh, Tu dis que le problème vient peut-être du placement des autres autour de lui. C'est vrai, hein, je vais pas revenir là-dessus. Le souci, c'est que dans la liste des arrières que tu as cités, tu en as Comim et tu as même Luke Shaw qui est son pendant, qui arrive à sortir de situations parfois compliquées seul. tu Si, peux pas comparer les relances de City, même Liverpool diminué et même Chelsea avec ce que nous on a. Nous, notre relance, c'est je un t'ai pris miracle. Shaw quand même, hein. Je t'ai Oui, pris mais Shaw Shaw, c'est qui la est même quand chose de même. l'autre côté, hein. Ah, il arrive Shaw, à sortir un peu plus facilement contre un tout petit Wan-Bissaka. peu Si des plus fois facilement. ça sort en touche, ça ressort assez rapidement sur. C'est rare si tu vas Après, regarder c'est peut-être les stats de. En fait, c'est qu'il est tellement dégueulasse à voir techniquement, c'est vrai. c'est Il peut-être n'est ça pas aussi. C'est élégant. peut-être mon C'est ressenti que. aussi, hein. Mais si tu vas voir les balles perdues, c'est un truc qui perd le moins de ballons de notre équipe. Mm. Donc, Mais pour enchaîner sur mes flops, principalement McTominay et Fred, comme je dis, j'ai rien contre les deux joueurs. Je suis très content d'avoir ces deux joueurs sur le banc, mais c'est impossible. Dans un club comme Manchester United qui veut jouer le titre, c'est impossible d'avoir McTominay et Fred. C'est parce qu'on a souvent plus de compassion pour McTominay parce qu'il vient du centre de formation, c'est un gars qui se bat énormément, comme Fred d'ailleurs, mais on n'a pas mis 50 millions sur McTominay, voilà, c'est ça le problème avec Fred. Mais les deux, si on va voir les notes WhoScore, qui évalue un peu tous les joueurs des gros championnats, il y a 48 joueurs qui sont mieux cotés en poste de MDC et MC que McTominay. Je vais vous faire la liste, hein, puis ça va me prendre 10 secondes. Ouais, 10 secondes. Kimmich, Soucek, Casemiro, Milinkovic-Savic, Llorente, Savani, Nditi, Verratti, Merino, Pellegrini, Kroos, Goretzka, Rodri, Chouameni, Modric, Kessié, De Jong, Thiago, Kanté, Parreiro, Tillmans, Locatelli, James Ward-Prowse de Southampton, Kovacic, Emre Can, c'est un peu à discussion parce qu'il a quand même joué beaucoup d'essais. Pogba, Soler, Endo, Brozovic, Rice, Calvin Phillips, Madi Camara, Fernando, Freuler, Zambo Anguissa, que je trouve dégueulasse, Bissouma, De Roon, Schlager, Barella, Guido Rodriguez, Berg, Camara, Boubacar Camara, Bentancur, Rongier, Romeu, Henderson, Zakaria quand il joue en MC et Fabinho quand il joue en MC, noté plus haut que ça. Ça fait trop. Ils ont de toute façon les deux pas le niveau pour être à ce poste-là. Alors, moi, ma phrase type, c'est montre-moi tes milieux de terrain, je te dirai quelle équipe tu es. Et on ne peut pas gagner avec McTominay et Fred. J'ai rien contre McTominay. Les gens croient que je déteste McTominay et Fred, c'est faux. C'est juste, surtout Fred, qui, si vous allez voir dans le site, c'est un de mes joueurs préférés. Mais ils n'ont pas le niveau. Quand tu vois, même avec un Matic de 33 ans, Matic de 33 ans est meilleur que les deux dans le rôle. Alors, c'est des joueurs qui, d'un coup, hier, il a été bon, McTominay. Il était même excellent sans ballon, mais dès qu'il faut toucher le ballon, c'est compliqué. Et on voit en fait la lenteur de transition coûte beaucoup trop, parce que les deux, ils sont perdus au niveau du placement, et techniquement, c'est pas non plus Carrick, les deux. Et pour finir, je veux juste dire encore un petit mot sur McTominay, parce que je vais surtout défendre Fred. Fred est noté à 6,92 sur 10, hein, mais bon, il n'y a personne qui a 10, hein, je crois que la plus haute note, c'est 8. 6,92, McTominay 6,93. Donc c'est deux joueurs qui sont bien plus proches dans les performances que ce qu'on veut dire. Et pour défendre un peu Fred, il a une meilleure moyenne de passes réussies, meilleure moyenne de passes clés, parce que c'est les passes qui amènent un tir. Largement plus de passes par match. Les longs ballons réussis, il en a beaucoup plus. Il perd un tout petit peu plus de ballons, 5 pour McTominay, 0,9 pour Fred. Il fait moins de contrôles ratés et il fait plus d'interceptions. Donc, c'est pas pour une tirade contre McTominay, c'était plus pour défendre Fred par rapport à McTominay. Mais les deux sont largement insuffisants pour être des titulaires de Manchester United. Et c'est pour ça que face à un bloc bas, on ne s'en sort pas parce on joue pas. Si on compare avec nos concurrents,
City, qui ont Gundogan, qui ont des gars comme Rodri à leur place, qui ont des gars comme Kovacic, des gars comme Kanté, ils sont largement plus forts à la relance. Et surtout, en fait, ni Fred ni McTominay sont des MTC dans une équipe à 2 points de base. Et le problème, c'est que Solskjaer, depuis le day one, il joue comme ça. Mais quand même, la meilleure phase de Manchester United depuis 3 ans, qu'on le veuille ou non, c'est avec Matic, Herrera, qui était, et Pogba. Ou même Matic et Pogba en MDC avec Bruno. Le restart, c'est ça, Matic, Pogba et Bruno. Et ça jouait très bien. Et je ne sais pas pourquoi on s'obstine autant avec McTominay et Fred. Et moi, oui, c'est devenu un peu un running gag sur chaque match, je me plains d'eux. Mais moi, j'en peux plus. Ce ne sont pas des joueurs titulaires d'une équipe qui veut gagner quelque chose. Et dans ton sens, au niveau des flops, non, pour moi, je les aurais pas qualifiés de flops, mais je comprends leur position là-dedans. C'est plus, en fait, je m'excuse, c'est plus, ils sont en flop parce que malheureusement, ils ont joué presque tout le temps, mais le flop, c'est plus sur le fait que notre coaching staff Les aligner ensemble. arrive à les aligner déjà ensemble, c'est pas possible, et surtout, je suis désolé, le peu de matchs qu'on a vu de Matic et Van de Beek, en fait, c'est beaucoup plus intelligent, et c'est des joueurs qui jouent à leur poste. McTominay doit jouer dans un 4-3-3 en 8. Fred doit jouer dans c'est compliqué depuis qu'il est arrivé chez nous, mais c'est pas des joueurs dans un 4-2-3-1, il faut une intelligence de très haut niveau, et quand tu vois nos concurrents, même un Leicester, ils sont à des années-lumière de nous. Je te rends la parole. Je te comprends tout à fait sur le fait, parce que moi aussi ça me pose problème de voir jouer tout le temps les deux ensemble. Clairement, il y a clairement un profil qui est le même. Là où je vais aller à l'inverse de toi, c'est que si vraiment je dois en choisir un, je vais plutôt prendre McTominay pour quelque chose qui est très simple. C'est quelque chose qui ne se voit pas dans des stats. C'est que malgré que Fred a eu un bon passage, parce qu'à un moment donné, il a eu un passage excellent, mais je vais noter plutôt sur la généralité, et ça s'est encore vu sur son entrée hier, ça a été exceptionnel tellement c'était flagrant. Il ne dégage pas de sérénité. Et j'ai un gros manque de sérénité avec Fred. Tu te prends une frayeur à chaque fois qu'il joue latéralement au niveau de son terrain. Et ça, c'est à son poste, c'est pas possible, parce que si moi j'ai peur, c'est que ses collègues sur le terrain ont peur. Et si t'es un joueur qui met de la fébrilité autour de lui, c'est là où tu commences à avoir de sérieux problèmes. C'est exactement l'inverse de ce que je disais tout à l'heure par rapport à Maguire, qui va apporter de la sérénité à la personne à côté de lui. À Fred, ce que je vais lui reprocher, outre les ratés, parce qu'en plus il y a pas mal de ratés, c'est qu'en plus je trouve qu'il perturbe vraiment les joueurs autour de lui. Donc vraiment, je suis complètement d'accord avec toi. Tu ne peux pas jouer avec les deux, pas sur la longueur. Tu peux le faire ponctuellement quand tu choisis de bloquer un jeu, mais tu ne peux pas le faire sur la longueur en équipe type, en imaginant aller de l'avant avec cette paire. Pour moi, il faut associer McTominay ou quelqu'un d'autre avec justement quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, pour moi, bon, là, moi, à mon niveau aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on essaye plus Van de Beek. Je vois que Pogba, à un moment donné, a été cité tout à l'heure dans les presque top. Pogba, ok, il est bien revenu ces derniers temps, mais moi, sur la longueur, c'est toujours pas possible, hein. Je veux dire, si on fait une moyenne de ses perfs, il y a autant de mauvais que de bons, donc pour moi, je peux pas le dégager de manière positive. Honnêtement, j'ai presque envie de le mettre dans mes flops. Mais comme tu l'as un peu spolié tout à l'heure, et tu as eu raison, le plus gros flop pour moi de la saison, ça restera le coach. J'ai vraiment un gros problème avec ça. Je me rends compte que j'aime l'homme, parce que je pense que tu peux pas être supporter de Manchester United sans aimer le joueur qu'il a été. C'est juste pas possible. Donc il faut vraiment arriver à différencier l'homme du coach. D'ailleurs, j'aime aussi la seule partie de lui que j'aime vraiment en tant que coach, c'est qu'il y a quand même un côté où il respecte le club, une image propre, quelque chose qu'on n'avait pas, par exemple, sous Mourinho. Donc ça, tu peux pas lui enlever, c'est parfait, parce c'est quand même agréable d'avoir ça. Par contre, vraiment, son coaching, moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal sur comme tu l'as dit tout à l'heure, la paire, McTominay, Fred. J'ai beaucoup de mal sur la gestion du groupe, c'est peut-être son plus gros défaut, vraiment son manque de turnover. Et du coup, c'est ce manque de turnover, je pense, qui met aussi certains joueurs qui naturellement devraient être bons, qui du coup les met en difficulté. Les gars, on peut parler longtemps de ça, je pense, de Olé. On peut même faire un autre épisode spécial dessus si vous voulez, parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Je voudrais juste qu'on conclue avec les flops de Nat, parce que justement, il avait des avis un peu différents à donner, et qu'on conclue cette deuxième partie là-dessus, avant de passer à la suite. Je peux juste donner une stat? Antoine, en 30 secondes, alors, s'il te plaît, puis après, Pas on plus. passe à Nat et on arrête là. Pas plus. Sur les 2 premières saisons j'entends partout qu'il y a eu une progression, je suis pas du tout d'accord. Premièrement,
Sur les 2 premières saisons pleines de Mourinho, on a 150 points en tout en championnat, plus 3 titres. Il faut savoir que la défense titulaire à ce moment-là, c'était Young, Smalling, Jones et Valencia. Sur les 2 premières saisons de Solskjaer, c'est 140 points en tout, donc 5 points de moins par saison, 0 titre. Et sur la progression, juste encore 1 point. Sur progression par rapport à l'année passée, je ne suis pas d'accord. Bien sûr, si on prend toute la saison, dont les 4 premiers mois où nos titulaires, c'était Lingard, Pereira et Mata, bien sûr, mais si je prends depuis le retour de Pogba et l'arrivée de Bruno Fernandes, l'année passée, on est à 2,28 points par match sur 14 matchs, et cette saison, on est à 1,92 en ayant eu des recrues. Donc, je suis désolé, au niveau table non plus, on n'a pas eu une progression par rapport au vrai effectif qu'on a l'année passée, sans parler des 3 premiers mois où on a eu que des absents, dont Pogba, Rashford et Martial qui étaient aussi out à un moment. Voilà, c'est tout. Merci Antoine. Nat, à toi pour finir cette partie. Alors, juste vraiment un mot, pareil, là pour le coup, c'est vraiment un mot pour McFred, juste sur le fait que McTominay, l'avantage, c'est qu'on peut espérer qu'il progresse parce qu'il est encore jeune. Et Fred, par contre, je comprends vraiment pas, je vais pas débattre là-dessus, mais par rapport à ce qu'il a fait la saison dernière, je trouve que c'est pour moi ma plus grosse déception sur ce point-là. Si on compare performance de la saison dernière par rapport à cette saison, et vous voyez, la transition parfaite, un autre joueur qui m'a beaucoup déçu par rapport à ce qu'il a montré la saison dernière et qui est pour moi le flop numéro 1 de très loin même, je pense, de cette saison, c'est bien sûr Anthony Martial. Euh, Déjà, statistiquement, bah, c'est beaucoup moins bon que ce qu'il nous a fait l'année dernière, même si je pense malheureusement que la saison dernière était plus la saison d'exception, c'est-à-dire le sur-régime qui fait que, bah, pour moi, Martial, grosso modo, c'est depuis son arrivée, c'est la première saison très prometteuse, avec notamment ce but contre Liverpool qui restera dans les mémoires. Quelques buts décisifs comme celui contre Everton, il me semble, en demi-finale, qui est d'ailleurs le dernier match où Derrea a arrêté un penalty, donc ça remonte un petit peu. Ensuite, c'est 2 saisons sous Mourinho très très moyennes, même s'il n'a pas été aidé effectivement peut-être par le coach et également par ses problèmes extrasportifs, mais ça empêche que c'était quand même très difficile. La première saison, Mourinho, enfin la saison où il y a Mourinho puis Solskjaer, c'était pas ouf non plus. Et la saison dernière, même sans être exceptionnel, je trouve, il a mis beaucoup de buts, mais même cette saison-là, je trouvais que il y a eu beaucoup de matchs aussi où il était passé à travers. Mais bon, statistiquement, il se rattrapait. Et moi, c'est ce que je demande à un attaquant. Donc pour moi, bonne saison. Là, cette saison, on a eu quoi? On a eu effectivement, première chose, ce carton rouge. Bon, certes, Lamela qui a toujours pas été, qui a pas été expulsé sur ça au passage, c'est un des grands délires de la saison, mais ça, on va pas en reparler. Mais déjà, ça donne un peu le ton de ce qu'on a vu ensuite. Après, il s'est pas mal blessé, mais moi, j'ai vu aussi son match contre le PSG où le raté qu'il a fait, enfin, c'était inadmissible. Pour moi, c'est ce raté-là qui, j'ai pas envie de lui mettre tout sur le dos, mais pour moi, ce raté-là qui nous a fait, c'est le tournant décisif. Parce que à ce moment-là, souvenez-vous, même s'il y a eu cette défaite inexplicable en Turquie, on était quand même bien lancé. On avait gagné contre Leipzig et contre le PSG. On était premier. Il mettait ce but, on menait 2-1. Et je ne pense pas qu'il y aurait eu ce qui s'est passé ensuite. Mais bref, on ne va pas l'enfoncer. Mais je trouve que même plus généralement dans le jeu, Martial, le problème, c'est qu'en plus, contrairement à des mecs comme Rashford, Rashford qui n'a pas été bon non plus, je trouve, cette saison, mais avec Rashford, on peut espérer l'étincelle, la frappe de loin, les gestes techniques. Avec Martial, nettement moins quand même, hein. Je trouve qu'un mauvais Martial, en plus de pas marquer, il n'apporte qu'un enjeu. Alors que par exemple, on avait Lukaku avant, parce qu'à la base, on a gardé Martial parce qu'on se disait, on a dégagé Lukaku pour faire de la place à Martial. Sauf que Lukaku, quand il était mauvais, il apportait d'enjeu, il était combatif et il avait une présence. On ne voit pas avec Martial. Et je vais laisser Antoine rebondir dessus. Je suis complètement d'accord avec toi. Il faudra aussi mettre ça. C'est Solskjaer aussi qui a voulu dégager Lukaku pour mettre Martial. Moi, je n'étais pas pour garder Lukaku, je n'étais pas un énorme fan, mais bon, voilà. Il faudra quand même J'étais plutôt d'accord sur ce moment-là, mais ça n'a pas marché. Voilà. Juste un point, il a quand même joué 22 matchs de Première Ligue cette année. Hein. Il a fait 4 buts, 6 passes décisives. Il faut savoir que si j'enlève le match contre Southampton où il rentre, il y a 5-0, et un match qui est hors du commun, qui ne m'intéresse pas trop, et si j'enlève le match de Leeds, qui sont 2 matchs qui sont irréels, qui sont spéciaux, si j'enlève ces 2 matchs, c'est 2 buts de passes décisives. C'est beaucoup trop peu. En 20 matchs. Parce que j'enlève les 2, je suis gentil. En 20 matchs. Et si je regarde les minutes, c'est 90, 90, 30. Oh bah oui, 28 parce que. Attendez, et puis on lui offre un assist parce qu'en première ligue, si il y a faute sur toi, c'est sur un penalty, que le penalty est marqué, l'assist vient à toi. Mais sinon, je fais 90, 90, 28 parce qu'il se fait expulser. Quand il revient, c'est 82, 90. Et après, il commence un peu à perdre la confiance. 62, 16, mais non, 90, 90, 75,
90, 90, 61, 85, 90. Il n'a pas joué des bouts de match. Donc, pour revenir à ça, c'est que... Et en plus de ça, je voulais quand même dire un truc, c'est qu'au bout d'un moment, il n'a pas le comportement pour devenir un vrai joueur phare d'une équipe comme Manchester United. Ça ira très bien s'il va à Everton ou s'il va dans des équipes où son talent suffira à apporter, mais au bout d'un moment, tu peux pas. Tu peux pas être comme ça, tu peux pas avoir ta femme qui fait de la télé-réalité, qui déshonore le club à chaque fois. Donc non, c'est bon. Moi, Martial, out. Bah, en plus, moi je pense que Martial, il serait pas mauvais en Espagne ou en Italie, blague à part. Quand tu vois un mec comme Ben Yedder qui a moins de talent que lui, je trouve, et qui a fait quand même des belles choses à Séville, pourquoi pas Martial? Mais le problème, c'est son salaire. Moi, je suis pour qu'il dégage, enfin qu'il dégage, c'est pas gentil, qu'il parte. Mais le salaire fait que ça va faire un gros 14 obstacle. millions, si jamais. 14 millions. Ah D'ailleurs, ouais, juste pour finir là-dessus, aujourd'hui, The United Stand a interviewé Christian Falk, qui est un des experts mercato, et qui parlait, et ils lui ont posé la question si c'était possible de voir Martial dans le deal de Sancho. Et ils ont dit jamais un club comme Borussia Dortmund payera autant pour Martial. C'est clair. bah non. Bah non, mais il a du talent pourtant. C'est bon, peut-être pas pour être le neuf de Manchester, je l'ai jamais vraiment pensé. Sauf dans sa première saison, évidemment, on a eu envie de s'enflammer et où il avait montré de très belles choses, de toute manière. Mais voilà, globalement, Martial, c'est le problème, c'est pas tellement l'efficacité, parce que ça peut arriver à tout le monde de passer, enfin, y avoir des passages à vide. Mais le problème, c'est que même quand il n'est pas efficace, il n'y a rien derrière il n'y a pas de satisfaction. On peut pas dire, au moins, il a participé, il a dévié des ballons, un peu comme Giroud à la Coupe du Monde 2018, par exemple. Giroud, il marque pas, mais il a été très utile pour son équipe, pour dégager des espaces pour les autres, Griezmann, Mbappé. Martial, il n'a pas cette faculté-là. Donc forcément, ça fait une saison tout simplement catastrophique. Et je pense qu'on a fait le tour avec lui, qu'il est encore jeune, il peut se relancer, et il peut faire de très belles choses ailleurs. C'est pas un problème de talent tellement, mais pour nous, je pense que la marche est un peu trop haute. Voilà. Ok, merci. On a fait le tour également pour cet épisode, ce 8e podcast Manchester Devil. Donc le ressenti un peu sur ce qui s'est passé cette saison. Voilà votre bilan, vos tops, vos flops. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Pensez à vous abonner à notre podcast, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur Google Podcast ou sur le média sur lequel vous nous écoutez. Vous pouvez aussi rejoindre l'équipe, hein. C'est avec plaisir que on partagera ce moment avec vous justement pour vous intégrer aux discussions, faire en sorte que vous puissiez débattre ensemble justement avec d'autres passionnés. Merci les gars, merci Antoine, merci Jérémy, merci Mohamed, merci Nat, et puis à une prochaine fois très vite pour un prochain épisode. Merci Eli pour la distribution. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bye. Ouais, au revoir, portez-vous bien.